Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre live meeting présenté par Lita pour vous parler du projet donc de l'Auberge du Moulin. Aujourd'hui donc on a la chance d'accueillir Lucas Gossio et Hélène Riart qui vont nous parler du coup, de leur projet qu'on finance du coup, ces dernières semaines sur notre plateforme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte, car il y a quelques participants qui ne sont pas encore là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme, du coup, on utilise l'outil Livestorm, qui est donc un outil de webinaire qui vous permet de regarder en live et d'avoir accès à un replay du live. Donc, si jamais vous devez partir plus tôt ou que voilà, il y a certains de vos proches qui ne sont pas présents, le replay sera diffusé. Cet outil, du coup, il se profile donc avec quelques onglets en bas à droite que vous pouvez voir. Donc, l'onglet chat qui va vous permettre de communiquer, de dire si vous nous entendez bien, s'il y a des soucis peut-être plus techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer sur cet onglet. Et puis, on a l'onglet questions qui va regrouper donc les différentes questions posées pendant le live. N'hésitez pas à envoyer des questions, ils sont là pour ça, ils sont là pour y répondre. Donc voilà, posez vos questions. Moi, je ferai en sorte de les prioriser après et on pourra les poser du coup en live à Hélène et Lucas. Donc voilà, ces deux onglets. Et puis ensuite, comme je disais, voilà, ça durera 45 minutes à mon avis et on vous enverra la rediffusion. On va donc commencer par une petite introduction de l'ITA, suivie d'une petite introduction du projet, de l'Auberge du Moulin. Et puis je laisserai la parole à Lucas et Hélène, qui vont du coup, présenter leur projet, voilà, la genèse du projet, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à lever. Et puis moi, je vous rappellerai les conditions d'investissement. Le projet est déjà ouvert sur la plateforme, hein, donc vous pouvez jeter un œil sur la fiche projet. Tout est déjà bien expliqué. On est déjà en collecte depuis quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil et voilà, si vous avez des questions, du coup, vous n'hésitez pas. Donc voilà, je pense que là, on peut commencer. Il y a quelques participants qui sont connectés. Donc bonjour Hélène, bonjour Lucas. Merci d'être présents aujourd'hui du coup sur, notre plateforme, Lita, donc qui est, comme vous le savez du coup, une plateforme de financement citoyen qui est donc dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous avec des investissements à partir de 100 €. Aujourd'hui, Lita, ça rassemble plus de 200 000 citoyens et citoyennes en France et en Belgique. Donc voilà, on est ravis d'avoir un nouveau projet qui est plus axé culture, une coopérative telle que l'Auberge du Moulin. Donc pour ceux qui connaissent pas l'auberge, c'est une auberge qui a été reprise donc fin 2024, en tout cas par ces 7 administrateurs bénévoles. Et l'idée du coup aujourd'hui, c'est, d'essayer de redynamiser l'auberge en faisant un lieu de vie essentiel pour le village, en développant une activité d'hébergement, de restauration, d'animation locale, avec un positionnement clair en faveur du slow tourisme. Donc voilà, ils ont déjà fait une levée de fonds auprès des citoyens donc de 210 000 €, donc des coopérateurs locaux. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de chercher à minima 50 000 € sur l'ITA, voilà, pour relancer cette auberge. Et je vais du coup laisser la parole à Hélène et Lucas qui vont vous en dire un petit peu plus. Merci, bonjour à tous. Merci de nous permettre de présenter notre projet qui nous tient très très à cœur et qu'on est très très content de pouvoir expliquer plus en détail. Je vais partager quelques slides parce que ça donne toujours une bonne idée de ce dont il s'agit. Alors, hop là. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, parfait. Donc voilà, coopérative de l'Auberge du Moulin à Bellevaux. Ce qu'on vous propose de voir un peu plus en détail, premièrement, qui nous sommes, qui se tient derrière ce projet. Deuxièmement, voir un peu plus dans le concret de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on veut faire. Et troisièmement, comment on y parvient, idéalement. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, à la base, nous sommes 7, donc 7 personnes qui gravitent autour du village de Bellevaux, donc à la fois des résidents, des seconds résidents et des voisins, parce qu'on a quand même intégré en fait, dans un village, mais plutôt dans un consortium de villages qui sont quand même très proches les uns des autres.
Et alors, en fait, notre équipe rassemble des profils qui sont assez différents et du coup assez complémentaires, avec chacun des expertises voilà, qui gravitent dans des sphères un peu différentes. Donc, que ce soit plus la sphère de l'ORECA, que ce soit plus la sphère du montage de société, que ce soit plus la sphère culturelle ou bien la sphère du bâtiment, ça nous permet en fait, à nous sept de chacun apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir faire avancer les choses en sachant de quoi on parle. Et donc, au départ de ces 7 personnes, en fait, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir élargir très fort ce cercle, puisque ce n'est pas un projet qu'on fait pour nous, c'est un projet qu'on fait d'abord pour le village et ses environs. Ce qu'on veut, c'est avoir une forte adhésion du village au projet, et donc ça, c'était pour nous vraiment un point de départ. Donc, très vite, ce qu'on a fait, quand on a un peu concrétisé le concept, on a essayé de voir si c'était réaliste. Mais pour se conforter dans cette idée-là, on a très vite ouvert la discussion avec les villageois, de manière très formelle, avec des questionnaires qu'ils ont pu répondre vraiment à tête reposée, mais aussi en organisant des événements qui nous permettaient à la fois de parler du projet, mais aussi de rassembler les gens et de voir la dynamique que ça créait, de voir un peu si la sauce prenait. Parce que voilà, si on met autant d'énergie dans un projet comme ça, on a envie de s'assurer que la dynamique est chouette et que les gens sont demandeurs. Et en fait, ça a été ça nous a fort conforté dans l'idée du sens du projet, puisque à chaque fois, ça s'est passé hyper bien, hyper simplement. Voilà, les gens se rencontrent, se parlent plus. Donc, c'est hyper encourageant. Ça nous a permis aussi d'affiner le concept du projet, de savoir ce qu'on veut avoir, ce qu'on ne veut pas, en particulier avoir un lieu qui soit trop générateur de nuisances en termes de bruit. C'était un des gros points d'attention du village sur ces questions-là. Mais ce qu'on a fait aussi, donc dans tout ce trajet d'affinage du projet, c'est rechercher qui pourrait être un gestionnaire de ce lieu. Et donc, nous avons trouvé en cours de route Timothée, qui lui prendra au jour le jour la gestion de l'auberge, qui va diriger une équipe opérationnelle sur place et qui sera accompagnée dans tout ce trajet par les 7 qui restent des administrateurs impliqués et avec un administrateur délégué qui, lui, sera aussi rémunéré par la coopérative et qui pourra décharger finalement Timothée et l'équipe opérationnelle de tous les éléments qui sont vraiment administratifs et voilà, sans doute moins complètement sa tasse de thé. Ça, c'est pour un peu donner le cadre. Maintenant, évidemment, si vous avez des questions, on pourra détailler plus comment ça va fonctionner. Ensuite, eh bien, de quoi s'agit-il? En fait, ici, on voit un peu le cadre du village. On est dans une région qui est très verte, qui est assez magnifique. On a beaucoup de chance. Il y a des forêts incroyables, il y a des falaises. On est juste à côté des grottes de Han. Voilà, donc on a des choses qui sont quand même assez riches en termes de contexte. En fait, on se rend compte que ce village, il vivait énormément. Il y avait différents cafés, différents lieux de vie qui ont tous fermé les uns après les autres. Et donc, le dernier étant l'auberge elle-même, qui a fermé déjà il y a 1 an. Sa gérante est partie à la retraite. Et voilà, c'est un peu face à ça qu'on se disait, c'était quand même un lieu où les gens venaient assez spontanément. Ça restait un point de chute. Donc, que ce soit pour se retrouver, mais que ce soit aussi en cas de besoin. Et en fait, on se dit, mais dans les années qui arrivent, vu la conjoncture, etc., on se rend compte que ces lieux-là, s'ils n'existent pas dans un village, en fait, on n'a pas de cohésion sociale, on n'a pas de point de chute en cas de besoin. Donc, ça semblait vraiment quelque chose d'assez essentiel, au-delà du côté vraiment ludique, qui est important, ou le côté récréatif, mais c'est aussi ce côté de solidarité et de cohésion sociale qui nous semblait important. Là, on voit quelques photos de l'auberge dans son état actuel. On verra tout à l'heure un peu comment on verrait évoluer les choses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on veut y faire? Eh bien, en fait, le cœur du projet, c'est de garder cette dimension qui est Horeca, donc à la fois hôtel, restaurant et café. On veut que ça puisse être un lieu où on se retrouve, que ça puisse être un lieu où
on a une offre culturelle, quelque chose qui n'est pas tellement présent dans le village aujourd'hui. Donc, ajouter quelque part cette dimension-là pour le village et aussi développer tout le côté offre touristique. Alors, plus en détail, comment est-ce qu'on entend ça? C'est restaurant, en fait, c'est travailler à la fois pour les touristes, mais aussi pour les locaux, et donc pouvoir avoir une carte de tous les jours qui parle aux gens, qui soit accessible et qui soit aussi de la cuisine de terroir. Donc en fait, pour nous, il y a une énorme dimension qui est vraiment liée à la création de partenariats avec des producteurs locaux, avec des personnes qui sont engagées dans des processus de production qui sont durables. Donc voilà, ça c'est pour le pendant restaurant. Côté hôtel, et donc la facette un peu plus touristique du projet, ce qu'on aimerait, c'est vraiment cibler le slow tourisme, comme Angelica l'a dit, et donc pouvoir développer aussi le côté label Bienvenue Vélo, pouvoir peut-être développer aussi de l'accueil ou proposer des promenades à cheval ou en tout cas proposer des randonnées qui soient vraiment qualitatives, s'inscrire dans les tracés de randonnée qui existent et peut-être aussi, via ça, construire des partenariats avec d'autres lieux qui permettrait de faire des circuits. Et donc, de nouveau, par ça, contribuer à faire découvrir d'autres lieux et faire entrer en résonance des personnes qui partagent des valeurs communes. Et alors, au niveau bar, l'idée, c'est de garder vraiment l'aspect lieu de rencontre du quotidien, faire qu'on passe la porte, on passe devant, tiens, on va voir qui est là, etc., que ce soit très simple et que chacun se sente bienvenu à toute heure. Et alors, en fait, autour de ce cœur du projet qui doit être, lui, stable, rentable et qui doit être un établissement qui fonctionne, ce qu'on veut, c'est pouvoir développer toute une série de projets de cœur. Donc, c'est comme ça qu'on les a appelés. Mais l'idée, c'est de dire, on met aussi un lieu à disposition. Et dans ce lieu, il y a énormément de choses qui peuvent s'y passer. Et ça va être au gré de ce que veulent les habitants, les coopérateurs, peut-être qui seront plus proches ou moins proches. Mais de se dire, on pourrait construire aussi là des partenariats, on pourrait avoir des évolutions dans ce qu'on propose, et ça peut cibler différents types de publics. Pour donner quelques exemples, ça peut être le cours de yoga du jeudi soir, l'atelier tricot du samedi matin, un brunch le dimanche qui permet d'avoir des jeux avec toute une série de gens, une école des devoirs, des rencontres pour les pêcheurs. Enfin, on peut faire des stages pour les enfants. En fait, le fait d'avoir un tel lieu, parce que voilà, c'est des salles qui ont une certaine taille. C'est aussi un terrain. Donc, à un moment donné, on nous avait contacté pour voir si on ne pourrait pas faire un projet de miellerie sur le site. Tout ça, c'est des choses, on se dit, en fait, on veut aussi rendre le lieu accessible, offrir des opportunités et voir comment est-ce que ces différentes choses peuvent se greffer à un établissement qui est là, qui est au cœur du village et qui a vocation à être disponible pour les gens qui gravitent autour. Alors voilà, quelques images. C'est ce qu'on appelle un mood board. Donc, ce sont des images de référence. C'est pas encore le projet tel qu'il est en train de se dessiner. Mais voilà, ça donne un peu l'ambiance qu'on avait en tête. Ce qu'on voudrait, c'est garder un lieu qui soit très simple, qui soit confortable, qui soit en fait agréable aussi quand on est seul. On ne se sente pas non plus perdu dans des espaces trop grands. On imagine bien aussi arriver à décliner ces différents usages possibles. Et donc là, on voit un peu une ambiance restaurant, mais aussi une ambiance où c'est très facile d'avoir un concert acoustique ou, par exemple, cet été, on a organisé un bal folk dans une des salles. Et voilà, c'est le côté flexible en fait du lieu qui permet différents usages. Ce qu'on aimerait aussi, c'est développer un aspect de confort pour les gens qui viendraient louer des chambres, donc les utilisateurs de l'hôtel, pouvoir aussi descendre au coin du feu, se mettre ensemble si on ne veut pas être tout de suite, uniquement isolé dans sa chambre. Ce qui nous tient aussi très fort à cœur, les slides ne passent plus, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ce qui nous tient aussi très fort à cœur, c'est de développer des choses qui sont à destination des enfants. Les plus petits, avec des jeux, avec des livres, etc. Mais aussi les ados, que ce soit un kicker ou autre, des bons coussins, on dit toujours un bon Wi-Fi, pourquoi pas. Mais faire que, en fait, ils se sentent autant chez eux que ceux qui viennent pour boire un verre.
En termes de chambres, ce qu'on voudrait aussi, c'est garder le côté, enfin le cachet du bâtiment. Donc, il a une charpente incroyable, il a des vieux murs en pierre. On voudrait que ça reste assez simple, que ce soit des choses qui soient chic, propre, mais en même temps dans l'esprit du lieu, assez simple. C'est vraiment ça, je pense, le bon mot. Ce qu'on aimerait aussi, c'est développer une sorte de module complémentaire qui, lui, serait accessible pour les personnes à mobilité réduite, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas offrir directement dans l'établissement actuel. L'escalier ne le permet pas et on ne va pas pouvoir faire les travaux pour mettre un ascenseur. Voilà. Donc, du coup, on aimerait voir comment est-ce qu'on peut profiter de la taille du terrain qu'on a et offrir, alors ici, on voit une tiny house, voir est-ce que ça pourrait être, enfin, ce serait pour nous une manière de compléter cette offre-là. Et enfin, ce qu'on voudrait, c'est développer les espaces extérieurs de l'auberge avec une terrasse sur laquelle on se sent bien, une terrasse et qui soit abordée aussi par des jeux pour les enfants. C'est pas que c'est une obsession, mais ça nous semble indispensable voilà, qu'ils puissent jouer, que les parents aussi puissent profiter plus de leur moment à l'auberge parce que les enfants jouent. Et voilà, il y a un peu un win-win de ce côté-là. Et voilà, ça c'est un peu dans les grandes lignes ce à quoi ça pourrait ressembler, ce qu'on aimerait bien atteindre. Et pour rentrer encore un peu plus dans le concret, alors je passe la parole à Lucas pour nous donner quelques chiffres. Oui, merci Hélène, bonjour à tous. Merci à Lita pour l'organisation et merci à vous tous pour l'engouement. Ça fait toujours plaisir de voir l'engouement que peut susciter notre projet dans des cercles qui ne nous sont pas forcément toujours proches. Donc merci déjà pour ça. Alors, effectivement, s'il est possible de passer à la slide suivante. Sur le volet financier, pour, je dirais, donner quelques éléments, on pourra rentrer dans le détail si vous le voulez. Il y a d'autres éléments également sur la plateforme qui vont au-delà de ce qui vous est présenté ici. Tout d'abord, le projet, c'est évidemment un coût. Hein, on en est évidemment bien conscient. La volonté, c'est de développer un projet qui soit autonome financièrement, qui soit pérenne. On est vraiment un projet, on aime à se définir comme un projet d'économie sociale, mais qui doit trouver sa rentabilité propre pour une garantie évidemment de pérennité à long terme. Alors, la majorité du coût à court terme, c'est l'acquisition du bien immobilier, hein, donc cette auberge qui est toujours à l'heure actuelle la propriété de l'ancienne gérante, pour lequel on a effectué une expertise immobilière et pour lequel on a une offre conditionnée à l'atteinte du bouclage financier du projet, un coût qui a été aujourd'hui arrêté, et vous avez présenté ici 574 000 €, pour une expertise, soit dit en passant, qui était bien supérieure. Donc, on sait qu'on ne l'achète pas à un prix surévalué. Il y a tout un volet de travaux de rénovation. Également, on est accompagné par des architectes là-dessus, hein, pour nous aider à prioriser, à cibler, à ramener de la lumière par-ci, à travailler, je dirais, l'ambiance d'autre part. Et puis, il y a, puisqu'un hôtel, c'est également du mobilier, ce sont des matelas, des choses qui sont quand même importantes aussi pour les gens qu'on va accueillir, il y a un coût de mobilier. Donc, voilà pour le coût du projet. Et ensuite, si on doit parler du besoin de financement, comment on l'a imaginé et vers quoi on se dirige, nous, on a voulu tout de suite quand même impliquer assez fortement les gens du village et au-delà dans la prise de part citoyenne. C'était le point de départ de notre réflexion. Quand on a vu que les gens du village étaient prêts à nous suivre à hauteur de 80 000 €, on s'est dit allons-y, on crée la coopérative et on ouvre beaucoup plus largement vers des gens qui sont touchés par les valeurs du projet, qui connaissent le village parce qu'ils l'ont connu d'un point de vue touristique ou dans leur jeunesse, ou via les camps scouts, etc. Et donc, premier objectif pour nous à très court terme, c'est atteindre ces 300 000 € de capital, donc de part citoyenne. Aujourd'hui, si on considère ce qui est déjà en collecte sur le site de l'ITA, on a passé les 90%, donc on n'est vraiment pas loin. Mais comme toujours, on sait que dans un marathon, ce sont les derniers kilomètres les plus difficiles, mais donc on est en phase d'y arriver, et peut-être, et j'espère, avec votre contribution. Merci par avance. Et ensuite, sur le reste du financement, on a des échanges très avancés avec Walter, qui est en fait la branche publique de Wallonie Entreprendre, qui finance l'économie coopérative, qui est prête à nous suivre, je dirais, en parallèle d'une banque sur un emprunt nécessaire à l'acquisition, la rénovation
du bien immobilier. Alors, si on regarde maintenant en matière de flux, mais très rapidement, on est aujourd'hui en 2025, on n'a pas encore eu énormément de coûts, forcément. Le projet de coopérative, on n'a pas encore fait l'acquisition immobilière en tant que telle. On espère bien la faire en début 2026 et entamer des travaux de rénovation, qui représentent un coût, évidemment, pour pouvoir viser une réouverture du lieu à l'été 2026 et pouvoir, je dirais, générer déjà de premiers revenus, donc sur la moitié de l'année 2026. On a bien sûr pris en compte des hypothèses assez conservatrices du point de vue des taux de remplissage. On s'est basé sur les chiffres de Wallonie Tourisme, sur la fréquentation des hébergements touristiques dans notre région, qui est une des 5 communes les plus fréquentées d'un point de vue touristique en Wallonie. C'est la commune de Rochefort, avec beaucoup d'activités, que ce soit outdoor ou indoor, ce qui est une de ses forces. Et puis, progressivement, une progression, évidemment, dans le chiffre d'affaires, vu qu'on va augmenter le taux de remplissage, le succès du restaurant, c'est l'ambition. Alors, vous voyez quelque chose qui peut paraître ici un peu bizarre, finalement, l'année 2027, plus de revenus qu'en année 2028, alors qu'on pourrait s'attendre à une croissance continue. C'est lié au fait, c'est plutôt lié à une bonne surprise, je dirais, c'est que notre projet, maintenant, on le sait qu'il peut bénéficier de subventions sur lesquelles on ne misait pas. Et donc, on a obtenu, ça c'est officialisé, une bourse coopérative de la part de la Wallonie qui va nous permettre de soutenir du salaire, essentiellement, du salaire de personnel. Et on a aussi balisé tout un cheminement pour bénéficier de subventions à la rénovation du bien hôtelier, ce qui explique finalement qu'en 2027, on a ces encaissements de subsides qui ne sont pas un flux, je dirais, de financement structurel, mais qui sont du beurre dans les épinards. Évidemment, on ne va pas cracher dessus. Alors, l'autre volet, le volet plutôt résultat, vous montre qu'on vise un équilibre opérationnel à partir de 2027 et pour viser un résultat, je dirais, courant qui se situera aux alentours des 50 000 euros. Donc, au vu de la taille de notre projet, c'est tout à fait conforme à ce qu'on pourrait attendre d'un établissement Horeca. On s'est d'ailleurs fait accompagner, évidemment, pour tout cet aspect financier, au-delà de nos expériences propres, par différentes agences conseils. On s'est aussi rapproché d'hôteliers ou de personnes de l'Horeca actifs dans d'autres régions qui ont pu nous donner des feedbacks sur ces volets-là. Eh bien, je repasse la parole maintenant à Hélène pour aborder éventuellement un autre sujet ou plutôt directement passer au volet questions. Peut-être juste, Lucas, compléter sur les avantages en termes de prise de part. Tout à fait. Oui, c'est vrai que voilà, on est une coopérative. Souvent, pour les coopératives prévoient des avantages au-delà du tax shelter, au-delà de l'activité en tant que telle. Donc nous, en fait, ce qu'on propose aux candidats investisseurs, c'est d'une part, donc évidemment bénéficier du tax shelter, ça c'est pas nous qui le proposons, c'est le SPS Finance, c'est un dispositif fédéral qui vous permet de récupérer 45% du montant de votre investissement sous forme de réduction d'impôt. Ensuite, on offre aux coopérateurs une réduction permanente sur tous les services Horeca de 5%. Pour ceux qui investissent à partir de 2 parts, c'est-à-dire 500 euros, on offre aussi une nuitée gratuite en basse saison au sein de l'établissement. Et puis, voilà, pour l'anecdote, mais ça nous semble sympa et convivial, on offre également l'apéritif à l'auberge le jour de votre anniversaire. Donc voilà, j'espère que ces petits plus pourront déclencher chez vous des envies d'investissement, des envies de nous rejoindre dans cette belle aventure et de renforcer les valeurs et l'énergie qui est déjà importante et qui gravite autour de ce projet. Merci beaucoup. Super. Merci Hélène et merci Lucas pour cette chouette présentation. Très intéressant de voir un peu les envies, les projets, les moodboards. Non, c'était super. Je vais peut-être rappeler les conditions avant qu'on passe aux questions. Donc, comme je disais, l'idée, c'est donc de trouver à minima 50 000 euros.
la collecte, elle est déjà ouverte. C'est un ticket minimum à partir de 250 €, qui est donc l'équivalent d'une part. Comme Lucas l'a bien dit, donc il y a le tax shelter qui vous permet du coup de réduire votre base imposable à hauteur de 45% sur base du montant que vous avez du coup investi. Et voilà, donc la gouvernance, ça repose donc sur ce principe coopératif de qu'une personne ait une voix, avec des dividendes plafonnés du coup à 6%, comme dans toute entreprise sociale coopérative. On peut passer aux questions. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes pendant la présentation. Mais d'abord, on a Émeric qui demande de répéter le premier avantage que vous avez dit. Le premier Oui. avantage Alors, le coopératif. premier, c'était une réduction de 5% sur le service Horeca de l'auberge. Donc, c'est-à-dire, si vous venez vous y restaurer, si vous venez loger, vous bénéficierez en tant que coopérateur d'une réduction de 5% sur le prix. Voilà. Je pense que c'était celui-là le premier. Donc ça, c'est à partir d'une part, hein, comme vous avez dit. Tout à fait, à partir d'une part. Et puis, la nuitée gratuite en basse saison, donc une fois, à partir de 2 parts. De deux Voilà. parts. OK. Super. On a une deuxième question d'Émeric. Donc, c'est comment comptez-vous faire des revenus pendant les travaux? N'y a-t-il pas un conflit avec ces derniers? Alors, en fait, ce qu'on va mettre en place pour les travaux, c'est parce que donc, on vise une ouverture en juillet 2026. Pour faire ça, en fait, on va faire les travaux minimums entre maintenant l'achat et l'ouverture à l'été, et c'est-à-dire remettre en service en tout cas la moitié des chambres. Ça nous permet d'ouvrir à l'été 2026, mais de ne pas faire tous les travaux d'un coup. Et effectivement, on referait des travaux pendant la basse saison hiver 2026-2027. Et comme ça, à ce moment-là, ça nous permettra d'avoir bien tout en main, d'avoir contracté des accords avec des entrepreneurs, de savoir exactement quand est-ce que ça démarre et de pouvoir intervenir de manière ciblée. Et à ce moment-là, évidemment, on fermerait l'auberge pendant cette durée des travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux à faire, ils ne sont pas gigantesques en termes de durée de travaux. Donc, ça nous permet de rester sur un temps court de travaux. Évidemment, puisqu'on l'anticipe depuis quand même un petit temps, on peut à ce moment-là minimiser les risques qui sont toujours liés à des retards sur chantier. Ça nous permettra de rester le plus calibré possible par rapport à ça. Et en fait, la raison pour laquelle on doit faire ça, c'est que alors ça devient un peu du montage compliqué, mais pour obtenir les subsides dont parlait Lucas sur les travaux de rénovation d'un établissement hôtelier, il faut qu'on soit un établissement hôtelier reconnu par Wallonie Tourisme. Donc, ça veut dire qu'on doit commencer l'exploitation, se faire reconnaître comme établissement, et ensuite seulement on peut introduire des demandes pour des futurs travaux. Donc, ça nous oblige à travailler en deux temps, et quelque part, c'est aussi réaliste par rapport à la situation dans laquelle on est maintenant, vu le timing et vu le fait qu'on peut faire certaines choses entre maintenant l'achat et l'été. Il y a moyen de faire des choses qui sont simplifiées, rafraîchir, remettre du blanc, restaurer des chambres. C'est des choses qu'on peut faire et avoir quelque chose qui soit tout à fait convenable pour démarrer en 2026. Mais tout ce qui sera plus structurel, typiquement, on voudrait changer des châssis, on voudrait réouvrir des baies. Ça, c'est des choses pour lesquelles on doit obtenir un permis, etc. Et on n'arrivera pas à le faire d'ici l'été 2026. Voilà, sur le timing des travaux. Super. Merci pour cette réponse. On a d'autres questions. Alors, on va commencer par le bas. Donc, comment allez-vous capter les randonneurs et cyclistes itinérants de passage? Oui, alors peut-être un élément. L'idée, c'est aussi de développer un marketing fort lié à ça. Donc, Hélène a parlé du label Bienvenue Vélo. Donc, il se trouve parmi les administrateurs, il y en a qui sont assez coutumiers de ce type de tourisme aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller chercher les labels, d'être présent, de faire la publicité au sein des clubs, au sein des groupes Facebook, de développer un marketing ciblé pour aller chercher
les cyclistes. Donc, on aura bien sûr tout ce que prévoit ce label Bienvenue Vélo, donc un local sécurisé qui permet de faire de la recharge pour les vélos électriques. Alors, sur le volet randonnée, on a déjà commencé à travailler. Donc, il se trouve qu'on est, par exemple, sur le GR des Trappistes, donc qui va de Chimay à Rochefort à Orval. Donc, on prévoit de développer une communication par rapport à ça. À vélo, il y a la boucle laissée ce mois qui passe aussi, sur lequel il y a un projet européen qui travaille. On est déjà en connexion avec le consortium, je dirais, qui fait la mise en tourisme de cette boucle-là. On a des liens aussi avec Natagora parce que sont en train de se créer des itinéraires naturalistes qui passent littéralement devant l'auberge. Et donc, on a déjà pu bénéficier on peut déjà bénéficier d'un référencement dans ces guides. Donc, c'est un travail, ça, effectivement, qui a commencé et qui devra se poursuivre pendant les travaux et le déploiement de toute la phase marketing du projet pour toucher justement ces cibles-là. Super. Et dans la même gamme de questions, il y a du coup la deuxième qui est: quelle part de votre fréquentation proviendra des habitants vs touristes? Bon, ça, c'est une bonne question. Donc là, on s'attend évidemment à ce que les habitants les attendent plus sur le volet restauration, bar, culturel que sur le volet hôtelier, forcément. Le volet culturel, on a fait le choix assez conservateur de ne pas le chiffrer, de ne pas y associer de flux. La volonté, c'est qu'il en génère, mais enfin, on ne l'a pas considéré. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir rassembler les citoyens autour de l'objet café, restaurant. Et on a prévu, en fait, de travailler la carte avec eux prioritairement, donc avec tous les coopérateurs, mais en ciblant aussi ceux qui sont susceptibles d'être nos clients réguliers. Et donc, on va travailler par itération, on va faire des ouvertures, des essais, on va leur demander leur avis sur les cartes. Avec le gérant, on a déjà un peu une idée de comment on va faire. Et l'idée, c'est clair que on a envie de maximiser leur consommation dans l'auberge pour faire vivre le lieu et le sécuriser financièrement. Très bien, super. Merci. On a d'autres questions ici. Donc, Jody, merci pour la présentation. Selon vous, qu'est-ce qui fera la réussite du projet dans 5 ans? Alors, il y a une sa qualité, bien sûr. Pardon? Oui. Alors, sa qualité, évidemment. Ouais. Je pense qu'on est conscient qu'un projet d'économie sociale ne peut pas reposer uniquement sur sa caractérisation justement d'économie sociale pour fonctionner. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer une super expérience client. Et on pense justement que ce volet économie sociale va peut-être aussi permettre de drainer des gens du monde coopératif, des gens que notre histoire pourra aussi toucher. Mais la base, c'est clair que ce sera quand même un super rapport qualité-prix, une bonne communication, une équipe qui est compétente, qui est contente d'être là, qui a la banane et qui développe une capacité d'accueil. Alors, il y aura aussi la programmation culturelle. Alors, quand on parle de programmation culturelle dans un petit village, on ne va pas organiser des gros festivals musicaux, mais on pense qu'on se rend compte, en tout cas dans l'Horeca ici aux alentours, que venir ponctuer l'année, l'agenda de quelques événements, ça permet de drainer une population, ça permet de communiquer encore plus et de générer des revenus qui sont pas inintéressants. Il y a tout un volet de mise en réseau et de partenariat dont on n'a pas parlé. On a par exemple un gros gîte qui n'est pas très loin, qui a pris des parts aussi dans notre projet, parce qu'eux, ils ont une cuisine Horeca, donc c'est un gîte qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes, des groupes scolaires, etc. Ils ont une problématique aujourd'hui, c'est que quand ils ont moins de points pensionnaires, ils doivent parfois ouvrir la cuisine, ce qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, ce qu'ils voudraient, c'est développer un partenariat avec nous pour justement les renvoyer chez nous pour manger. Et donc, c'est aussi ce volet partenariat, je pense, qui nous permettra de faire de ce projet un succès dans 5 ans, peut-être même avant. Et peut-être aussi pour compléter, je pense que je pense que pour nous, ce qui fait que ça peut fonctionner, c'est allier une base très stable
avec une base très agile. Et que cette agilité, elle nous permette aussi donc la base très stable, le côté Horeca qui fonctionne avec des personnes qui sont rémunérées, etc. Enfin, que c'est pas du bénévolat, quoi, qui soit vraiment de la création d'emplois. Et qu'à côté de ça, avec le côté agile, qu'on puisse aller capter toutes les possibilités qu'il y a aussi autour de nous. Le fait d'être dans un village qui est quand même fort habité, le fait d'être dans une région qui est très touristique, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, on sait qu'on ne va pas uniquement reposer sur la haute saison qui est l'été, mais qu'on a aussi énormément de choses qu'on peut développer autour des aspects naturalistes, autour en automne, le brame du cerf, la cueillette des champignons, etc. On peut organiser des week-ends, proposer des choses qui permettent de mettre tout ce potentiel-là aussi en valeur et de se raccrocher à des événements qui sont organisés ailleurs dans la région. Donc, voilà, on ne voulait pas créer un peu un projet entre soi qui repose sur l'énergie de cette bénévole et qui forcément est un grand risque d'épuisement, mais par contre se donner les moyens de créer quelque chose qui soit très solide dans son business model et qui permette ce côté en plus et de proposer tous ces aspects plus sociaux en plus. Très bien, super, merci. Merci pour votre réponse. On a une autre question ici. Comment les coopérateurs seront-ils tenus informés de la vie du projet, justement? Oui. Eh bien, donc, il y aura bien sûr la vie coopérative. Donc, on prévoit, comme on le fait déjà maintenant pour ceux qui sont coopérateurs, une newsletter régulière pour les informer des avancées du projet. On prévoit, comme dans toute coopérative, forcément une assemblée générale qui permet de faire le bilan annuel sur les chiffres, sur la dynamique, etc. Et ensuite, on veut permettre à ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, de s'impliquer dans des groupes de travail. Donc, on sait que dans les coopératives, un enjeu, c'est aussi la participation. On ne veut pas être une coopérative de façade. On veut permettre à ceux qui veulent s'y impliquer de le faire. Et donc, on va créer des groupes de travail, par exemple sur la programmation culturelle. On a quelqu'un qui est demandeur pour créer un groupe nature, bien-être et de voir quelle programmation on peut créer autour de ça. Donc, d'une part, on informera les gens par une communication régulière et d'autre part, on leur permettra de prendre part au projet en tant que tel, vu qu'on est une coopérative et c'est l'intérêt des coopératives aussi que de pouvoir participer. Super, merci. On a une question de Pierre. Est-ce que devenir coopérateur peut amener à une collaboration privilégiée en tant que fournisseur? En tout cas, Hélène, tu me coupes si... en tout cas, c'est dans nos valeurs, finalement, de se dire qu'on a envie de travailler en réseau. Et donc, finalement, cette cooptation, cette entraide qui font partie des valeurs coopératives, elles nous sont chères. Et donc, ça pourrait être tout à fait envisageable. Je prends un exemple. Il y a une personne qui fait du pain, qui fait des dépôts de pain. On a déjà discuté de pourquoi pas créer un dépôt de pain à l'auberge. Bien entendu, ça doit être en phase avec les valeurs du projet. Ça doit être avantageux aussi du point de vue de la coopérative, mais ça peut tout à fait s'envisager. Ouais, super. C'est vrai, bonne question d'ailleurs. Question de Alice, merci pour les explications. Quels sont les indicateurs qui vous montreront que l'activité démarrera comme prévu? Et comment pensez-vous gérer la saisonnalité de la fréquentation? Alors, on va les confronter déjà à ce qu'on a planifié, les taux de réservation. Donc ça, avec les outils qui sont ceux de l'Horeca, on a la possibilité d'avoir une visibilité déjà à court, moyen terme et de réagir par des promotions, ce genre de choses. Et ensuite, par rapport justement à gérer la saisonnalité de la fréquentation, sur le volet personnel, donc effectivement, il y a une réalité. Les mois d'été sont plus porteurs, comme à beaucoup d'endroits. Et donc, en fait, on va avoir recours à de l'emploi flexible. Donc, d'une part, des flexi-jobs. Il y a déjà beaucoup de gens qui nous sont revenus, des gens expérimentés dans l'Horeca qui montrent un intérêt. D'autre part, des étudiants aussi, comme c'est le cas. Donc, ce sont les usages dans l'Horeca. On aura du personnel fixe
à l'année, et puis une flexibilisation. Et ensuite, comme le disait Hélène, l'idée, c'est de voir aussi comment la programmation touristique, culturelle aussi, peut nous aider à augmenter la fréquentation, les revenus hors saison, et de ne pas miser exclusivement sur ces mois d'été pour engranger les revenus. Tout à fait. Super. Alors, une autre question d'Émeric. Que se passe-t-il si les banques ne vous suivent pas et avez-vous envisagé le fait de créer un fonds de roulement important pour être sûr que les créanciers soient bien soldés dans les temps? Oui, alors le fonds de roulement, on l'a discuté, bien sûr, avec les banques, avec le financeur institutionnel Walter. Donc, pour le moment, au niveau, est-ce qu'ils nous suivent, est-ce qu'ils ne nous suivent pas? Donc, le financeur institutionnel a mis ses conditions, qui nous semblent tout à fait acceptables. On a déjà fait, je pense, 7 ou 8 réunions, à chaque fois des challenges, etc. Donc, on est assez avancé. Au niveau bancaire, aujourd'hui, il y a 2 banques avec lesquelles on est assez avancé. Une troisième nous laissait également la porte ouverte, mais on a choisi d'avancer avec 2 banques. Et donc, on en est au stade des comités de crédit. Et on a déjà eu des simulations de crédit. Donc, on est quand même relativement confiant quant à leur obtention. Si jamais on n'a pas le financement, on ne pourra pas faire l'acquisition. Et on devra liquider la société. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut, mais le cas échéant, l'objet social même de la coopérative n'aura plus d'objet. Et donc, à ce moment-là, on liquidera la société et donc on restituera l'argent au prorata aux différents coopérateurs. Mais l'objectif n'est pas celui-là, évidemment. On n'aura pas une telle énergie. On reste optimiste. Super. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dites-moi si je me trompe, mais non, je pense que toutes les questions ont été relevées. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, peut-être, pour ces quelques minutes restantes. On y croit. C'est un trajet assez incroyable, en tout cas, de voir comment, au départ d'une idée un peu folle, et puis après, sur un travail quand même de longue haleine, puisqu'on a travaillé de manière assez intense et très régulière pendant toute cette année. De voir où on en est aujourd'hui, c'est hyper chouette. C'était déjà un trajet vraiment assez riche pour nous tous. Mais là à ce stade, c'est pas possible que ça marche pas. il faut qu'on passe la rampe et qu'on puisse vous accueillir tous à l'auberge. Ça serait vraiment chouette. Ouais. Clairement, mais écoutez, c'est un trop chouette projet. C'était un plaisir d'en savoir un peu plus avec vous et de pouvoir le partager aux potentiels coopérateurs. N'hésitez pas, du coup, si vous hésitez encore, il reste quelques jours, finalisez votre investissement. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Si vous voulez qu'on s'appelle pour en discuter, voilà, n'hésitez surtout pas. Il y a une question peut-être plus subjective d'Émeric, du coup, qui est sortie. J'ai peut-être une question extra plus subjective. À quel point vous pensez que les projections de fréquentation et de prévision de revenus sont réalistes? Mais alors, sur la partie hôtelière, on est très prudent dans la prévision. Donc, à titre personnel, je suis assez confiant sur le caractère réaliste. J'aurais tendance à dire que la partie restauration suscite peut-être plus d'interrogations, mais on est quand même reparti de chiffres qu'on peut percevoir, d'établissements qui sont aux alentours. On voit leur taux de fréquentation, leur succès, leur standing, comment ils se positionnent. Et donc, par analogie, on a établi quelque chose qui nous paraît aussi tout à fait réaliste. On est plutôt des gens prudents, je dirais, dans les évaluations. Donc, c'est pas, voilà, on n'a pas, je suis certain en tout cas qu'on n'a pas aligné des chiffres pour générer des résultats positifs et dire que ça va fonctionner. Bien sûr, il y a toujours une prise de risque dans tout projet entrepreneurial, mais voilà, on va tout faire pour atteindre ces objectifs-là et pourquoi pas les dépasser. Et je pense que ce que tu peux ajouter aussi, c'est que, en fait, cet exercice-là, on l'a construit sur toute une année, mais pas tout seul. On a été accompagné, que ce soit par Financité, par Febelcop. On a été aussi pas mal challengé, comme tu disais, par Walter et maintenant par les organismes financiers. Et donc, c'est vrai que c'est des gens qui
qui ont la tête bien sur les épaules, mais aussi l'habitude de montage de ce genre de projet. Donc, ça nous a permis d'aller mettre le doigt sur des incohérences, de bien calibrer quelles seraient les hypothèses très optimistes et au contraire s'en tenir à des hypothèses qui soient vraiment conservatrices pour ne pas s'avancer et plutôt avoir des bonnes surprises que des mauvaises. Donc, évidemment, ça reste des projections, donc voilà. Mais de notre côté, on a quand même le sentiment d'avoir été bien accompagné sur toutes ces questions-là, ce qui fait on se sent confiant et qu'aujourd'hui aussi, le fait d'avoir obtenu ces bourses, d'être aussi très au fait de ce qu'on pourrait obtenir en termes de subsides encore dans les prochaines étapes, ça fait que, comme ce fameux beurre dans les épinards, il est aussi là et voilà, ça crédibilise en fait tout un business plan qui n'était pas basé là-dessus à la base. Donc voilà, ça nous offre quand même aussi des garanties. Oui, c'est vrai, tout à fait. Super. Merci d'avoir détaillé ça. Je pense qu'on a fait le tour officiellement. De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a remis l'adresse aussi. Je pense qu'il y a toutes nos coordonnées sur la plateforme. Oui, tout est sur la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter directement. On est assez réceptifs en cette fin d'année aussi. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On croise les doigts et on vous envoie le replay de toute façon à diffuser en masse. Merci à vous, merci Hélène, merci Lucas. Et à bientôt. Merci. À l'auberge. Merci à tous, merci. À bientôt à l'auberge. Au revoir. Au revoir.